Gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Tu peux t'asseoir, hein. On est très mobile. Tout à l'heure, j'étais chez moi, j'écoutais un podcast du Monde pour écouter l'actualité, et c'est plus pratique. T'écoutais un podcast du magazine, du journal Le Monde. Ouais, tous les jours j'écoute ça. Certes, t'es quelqu'un. Pourquoi ? Non, t'es quelqu'un. Il faut écouter pour savoir. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir quelqu'un. C'est pas... Ah, on est déjà dedans. C'est pas... Attention, c'est pas creux tout ça. Ce qu'on reçoit, c'est vraiment deep. Certes maturin, mesdames et messieurs. Bonjour Amel. Bonjour, merci d'être venu, ça me fait trop plaisir. Merci à toi d'accepter que je sois là. Bah écoute, je suis très très contente de te recevoir. On reçoit donc Certes Maturin qui est stand-upper, écrivain, producteur. Et tu sais comment je te vois, moi ? Dis-moi. Je vois que t'es quelqu'un. Déjà, tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu, je le dis à chaque fois en début de podcast, pour voir si on a le même souvenir. T'as la première ? La toute première fois. Je pense que toi, t'as pas la vraie première. Eh ben, on me dit souvent que j'ai pas la vraie première. Moi, parce que la vraie première, c'est quand tu jouais encore dans la place Amour sous place à emporter. T'es venu manger dans mon resto. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'avais un resto en 2012. Je suis venu manger dans ton resto, en 2011. Mais qu'est-ce que tu me dis ? Si, t'es passé avec nous, mais il y a 11 ans de ça. What the fuck ? Ah non, mais tu sais pas, oui. Mais j'ai mangé quoi ? Je sais plus, j'ai des petites pizzas à la part et tout. Tu te souviens pas ? C'était il y a 11 ans de ça. Il était où, le resto ? En face du gymnase. À la place du Pranzo ? Non, à côté. 25 boulevard de Bonne Nouvelle. Alors attends, 25 boulevard de Bonne Nouvelle. T'as le Carrefour Market, la Carrefour City. Le Carrefour Market. À côté, maintenant, ils appellent ça Broadway. Je sais pas si tu vois, ils ont ouvert ça il y a pas longtemps. Il y a 11 ans, c'était à moi. Et ça s'appelait comment ? Rendez-vous. Mais oui, il me semble, Il y avait du stand-up là-bas. Oui, c'est sûr. C'est la première fois que je t'ai vu en vrai. Et donc là, j'arrive, avec nous, on mange des pizzas. Ouais. Et toi, t'es là et on parle à ce moment-là ? Non, du tout. Moi, je fais les pizzas. Ok. Moi, je faisais la bouffe. Et là, tu dis, il y a Noum et Amel qui sont là, c'est cool. Je vous connaissais, forcément, j'avais le Comedy Club, je vous connaissais. Mais j'ai pas de la scène du tout. Donc, je suis sûr que t'avais pas celle-ci. Non, je l'avais pas. Ouais. Parce que moi, je me souvenais, parce que t'étais une grande dame pour moi. Ah, tu es toujours d'ailleurs. Ouf. Et toi, c'est quoi alors ? Écoute, moi, je dirais que c'était dans un comédie club où on s'est parlé, tu vois. Okay. Et je dirais que c'était au Barbès Comedy Club. La première au Barbès ? La première. J'hésite entre le Jardin Sauvage ou le Barbès Comedy Club où on s'est un peu parlé. Ah, peut-être le Barbès, ouais. Voir le loup. Le loup, non, le loup, c'était après. Et le truc qui m'interpellait chez toi à chaque fois, c'est qu'à chaque plateau, je te voyais, bon, nous, on est sur nos portables où on discute et tout. Toi, t'avais toujours un ordi ouvert et tu faisais des trucs importants. Je ne savais pas quoi, mais tu gérais des choses, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce gars ? Faut que j'aille lui parler, quoi. Et donc, on s'est un peu parlé et j'ai compris à ce moment-là que... J'ai enlevé ça. Ah oui, vas-y, mais tranquille, on peut tout... Parce qu'il me faisait un petit signe, je me suis dit... Je voulais enlever fais ce que tu veux, et puis c'est comme le stand-up ici, tu ne caches rien, dis tout. Et à ce moment-là, j'ai compris que tu gérais plein de trucs, en fait. Ouais, que tu gérais des fois, je regardais un peu ton ordi, je voyais des fois c'est tes textes, des fois c'est de la prod, des fois... Et moi, je te vois comme un poète et comme un entrepreneur. Ok, pas un humoriste ? T'as les deux. Humoriste mais poète, je trouve, parce que t'es un amoureux des mots. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. T'es pas un humoriste poète. J'essaie. Tu vois ? Ouais. Après, moi j'adore les humoristes poète. Mais moi aussi j'adore. Mais en fait, il y a différents humoristes et stand-uppers. Ouais, c'est ça. T'es un poète moderne en fait. Non, j'aime bien. C'est joli, non ? J'aime bien. Mais c'est ce que tu es, hein. J'aime bien. En fait, avant de faire du stand-up, j'ai du slam. Donc, j'écrivais des chansons, et là, je suis en train d'écrire des chansons pour quelqu'un. Donc, c'est vrai, je vais pas me mentir, les deux sont très liés. Oui. J'ai d'abord écrit des chansons, et ensuite, j'ai écrit des textes. Oui, donc ça vient pas par hasard, tout ça, c'est naturel. Dans mes spectacles, il y a des choses que j'arrive à dire en vanne, mais des choses que j'arrive à dire que en rime, parfois en musique, et donc et mes spectacles sont toujours mélangés, il y a toujours un peu les trois. Dedans. Donc, t'as pas tort. Ouais, et ce côté entrepreneur, ça vient de tes études, alors. Donc, pourquoi t'aimes ça ? Parce que... T'as fait des études de marketing ? J'ai fait une école de commerce. J'ai un master en marketing stratégique. Regarde. Et en audit conseil. Ah, t'es quelqu'un, j'adore. Non ! Bien sûr, t'es quelqu'un. Je suis quelqu'un d'hyperactif et qui, en fait,
j'ai rapidement compris dans la vie que si je faisais pas tout seul, j'arriverais pas. En fait, je suis juste quelqu'un je suis un débrouillard de banlieue, quoi. Et juste, je suis un débrouillard. Mais avec des jolis diplômes, tout de même. Avec des jolis diplômes, avec des 55 000 € de prêt pour avoir ces diplômes. Donc ça, c'est la débrouillardise qui fait que tu fais tout ça. Mais j'ai quasiment fait des études pour pouvoir, parce que je j'étais pas bête à l'école, ça, c'était pas trop compliqué, c'était pas contraignant, mais c'était pour aller au bout du truc. Mais j'ai très rapidement senti que c'est pas ça que je voulais faire. J'ai très rapidement senti que, par contre, j'ai appris leur code, j'ai appris comment ça fonctionnait, j'ai compris que le système, si tu le comprends pas, ça va être dur de le truc. Et donc là, aujourd'hui, je fais de la production, j'écris des chansons, je fais du stand-up, mais j'ai gardé ces petits acquis de comment il fonctionne, comment organiser ça, comment le game fonctionne, et comment gagner un petit peu d'argent ou aller au bout d'un projet. Exact, c'est ça le but. Ce qu'ils apprennent, ces écoles. C'est ça. C'est aller au bout. C'est aller au bout et c'est... Les gens, la plupart des gens, ils pensent pas. Souvent, les gens, ils disent, ouais, la pub, pour moi, ça marche pas. Moi, je le dis, c'est pas vrai. Il y a des gens qui se réveillent tous les jours pour te vendre un produit. Ils vont y arriver à te le vendre. Et c'est cette espèce c'est positif et c'est pas moi qui va dire si c'est bien ou pas bien, mais je me souviens toujours, il y avait un cours qui s'appelait comportement du consommateur. Pourquoi, quand tu passes devant une boulangerie, ils développent l'odeur, on utilise l'essence on est des animaux. Et on apprend à comment faire en sorte que notre instinct un peu grégaire, il nous donne envie d'acheter ce coca, ou d'aller voir ce spectacle, ou d'écouter cette musique. Et t'apprends ça en école. Mais je te dis un truc, je suis très nul pour le vendre, hein. Bon, me vendre, moi. Je sais vendre d'autres trucs, mais moi, je suis très nul pour le vendre. Ouais, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu soignes. Je me rappelle d'une fois au Barbès Comedy Club, dans les loges, t'avais les débuts de ton affiche, tu nous demandais, tu préfères celle-là ou celle-là, dis-moi pourquoi et tout. On servait un peu de panel, tu vois. C'est un peu ça. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse et que t'appliques, du moins. C'est ça. Sans restant un peu, ça sera jamais la base. Ce sera juste un complément. Si d'abord, par exemple, à mon affiche, je sais pas si t'avais montré l'affiche avec ma mère, moi aussi, mais celle-ci, moi, elle m'a. Non, mais je l'ai enlevée parce que commercialement, elle est pas bonne. Ouais. Et moi, j'ai dû la modifier. Je l'adore. Mon cœur m'a décidé de la mettre, mais ma tête, elle savait qu'il y avait un truc. Tu l'as enlevée. Je l'ai enlevée. Ouais. Je l'ai enlevé. Les ventes du spectacle sont parties comme ça, d'un coup. Parce que on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait voir. Ouais. Moi, elle veut tout dire. C'est une histoire d'argent. Cette dame qui avait pas de thunes, on s'est battu pour aller à un but. Et puis c'est une jolie histoire. Mais les gens, ils ont pas le storytelling. Donc ils ont dit, ok, peut-être le produit à l'intérieur et les mots, mais le packaging, on comprend rien. Et donc je l'ai enlevé. Et justement, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont su que t'es allé plus vers le stand-up et vers l'artistique? Est-ce que c'est flippant pour eux ou pas? C'est quoi tes darons? Ils sont plus sur les études, ou est-ce que ça fait flipper des métiers un peu comme ça, un peu incertains? Ils viennent d'Haïti, mes parents, ils ont pas de diplôme. Ma mère, je crois qu'elle a arrêté l'école à 11 ans, un truc comme ça. Donc, elle a une intelligence émotionnelle très forte et une intelligence des coûts très forte. Si on est encore debout aujourd'hui, parce que cette dame, elle sait gérer ses 1 700 € qu'elle a gagné toute sa vie. Mais... Ça, c'est ouf. Tu sais que moi, j'ai un respect, total, comme mes darons. Moi, je dois gagner 5 fois plus. J'ai pas du tout cette capacité à gérer cet argent. 5 fois, j'exagère. Mais... Et même J'exagère. Là, du coup, on va dire, ah bon, alors. J'exagère un peu. Mais c'est vrai que nos darons, ils ont ce truc-là, quoi. Et une intelligence de vie. Un instinct. Ils ont su nous élever, alors que. Avec presque rien. Nous, je pense qu'on serait incapable de le faire. Je repense parfois comment on a fait pour 600-700 € de loyer, 1 700 €, un mari qui est pas trop là, tu sais pas trop ce qu'il fabrique. Et comment comment on nous a nourri toutes ces années-là? J'ai l'impression que je dépense cet argent en une semaine, elle arrive à tenir 6 mois. Il y a une intelligence qui est très, très intéressante. Ce qui fait que, par contre, c'est du pragmatisme pur. Ce que je fais, ma mère, elle comprend rien. Vraiment, elle ne capte pas du tout. En fait, quand ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas de papier et tout, femme de ménage, père ouvrier, ils ont une vision très limitée de ce qu'il y a. C'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout. Culture générale. Pour moi, ce sont les plus intelligents de vie. Ils ont une intelligence de vie. Exactement. Mais la culture générale de savoir que ça n'existe pas. Ah oui, on peut faire autre chose que médecin, avocat. L'essence des métiers, ma mère ne les connaît pas. Community manager, je sais pas quoi. Elle sait même pas ce que c'est. Ils n'avaient pas le temps de s'intéresser à ça. Il fallait justement caser le budget, travailler. Et la seule, par contre, dans l'artistique, comme tout le monde, l'art, c'est un truc universel. La seule manière de voir artistique quelqu'un qui en vit, c'est de voir Omar Sy ou Tom Angel ou des gens à la télé. La télé, ça veut dire que tu peux vivre de ça. Auquel tu t'identifies un peu.
Et en plus, oui, Ouais. parce que c'est des Renois, donc forcément, les parents, ils s'identifiaient à ça. Donc, tant que ma mère, je me souviens très bien le jour où elle a compris que c'était mon métier. Grand Rex, 3000 personnes, je produis un One More Joke, donc grosse salle, le Rex full et tout. One More Joke, qu'est-ce que c'est? C'est un plateau de stand-up que j'ai créé en 2016 dans une petite salle et qui a grandi et qu'aujourd'hui, Amel est venue plusieurs fois et donc c'est une soirée thématisée sur le stand-up avec d'autres petits trucs à côté qui marche assez bien, donc je suis assez content. Et ce jour-là, ma mère était venue la première fois, je crois, genre en 2015. Elle n'avait pas calculé. Et après, tout le temps, elle s'inquiétait. Tous les jours, elle m'appelait. Je prie pour toi. Toujours à prier, tous les jours. Très croyante. Et après, je prie pour toi. Ça va aller. Et elle vient au Grand Rex. Ma petite sœur, elle, donc je l'ai mis en mode VIP et tout. Donc 3000 personnes, la salle blindée. Elle était déjà venue au Grand Rex? Non, elle était jamais venue. Donc, elle connaissait pas. Elle a rendez-vous là-bas. C'est ta petite sœur qui gère. C'est ça. Ma petite sœur ramène mon père, ma mère, mes sœurs et mon petit neveu et tout. Toute la MIFA. Ouais, toute la bif, chef. Faut qu'ils viennent à cette date-là. Voilà. Faut qu'ils viennent. Ils viennent et tout. Ils s'installent et tout. Ma sœur dit, c'est grand, il y a beaucoup de gens. Le spectacle est avec la musique et je suis une première à monter sur scène parce que c'est moi qui a créé le truc. C'est moi qui ai le host et tout. Et tu fais ton passage. Non, même pas, j'arrive sur scène, tout le monde donc on crie. En fait, le One More Joke, c'est que c'était des fidèles depuis des années et on a dit, viens, on va tenter le Grand Rex. Et en fait, ils sont venus. Ils sont tous venus, ils étaient ravis. C'est incroyable. Donc ça veut dire que tout le monde savait qui j'étais et tout. Donc ça fait un bordel incroyable et tout. Et à la fin du truc, donc le show il se déroule, il y a plein d'humoristes, Roman Fresnay, Baptiste Le Caplin, plein de gens très drôles et tout. Et à la fin le truc, je vais voir ma mère et donc il y a le truc VIP. Et ma mère, en fait, ces gens-là, ils sont venus pour toi? Qu'est-ce qu'ils font? Et tous ces gens. Et là, elle capte le délire. Elle dit, ah ouais. Ah non, et en créole, on dit, il y a une phrase qui dit Grenin Tintin. Ça veut dire faire n'importe quoi. Elle fait, c'est pas Grenin Tintin, ça. C'est pas Grenin Tintin. C'est pas Grenin Tintin. J'adore ce mot. Ouais, ça veut dire, là, Grenin Tintin, ça veut dire qu'il fait n'importe quoi. Et ouais, là, ouais. Finalement, c'est pas Grenin Tintin. C'est pas du n'importe quoi. Ouais. Et là, elle a eu un tilt. Elle a fait, ah, ok, d'accord. Il se passe un truc. Et ça m'a fait plaisir, en fait, que moi, tout ce que je dis dans un de mes textes, c'est ce que je dis, rien à foutre de l'oseille, j'ai rien à foutre de la thune, j'ai grandi sans oseille. Tout ce qui compte au fond de moi, c'est que mes parents trouvent sommeil. C'est tout ce qui m'importe. C'est que mes parents trouvent sommeil. C'est tout ce qui m'importe. C'est joli. Qu'elle soit détendue, quoi. Parce que notre métier, il est inquiétant, mais si t'arrives en moins un petit peu à les rassurer, au moins, t'es tranquille. Parce que toi qui sont en panique, toi, t'es pas vraiment bien non plus. Et tu t'es senti fier à ce moment-là? Ouais, j'étais content parce que ma mère, elle est femme de ménage dans différentes maisons pour des gens riches à Neuilly et tout. Et c'est ses patrons qui disent, on a vu ton fils, on a vu ton truc. Ils te voient. Ils voient les trucs. Ils entendent. C'est eux ma mère, elle voit rien. C'est eux qui disent. Et c'est les seuls liens que ma mère, elle a avec la société. Et donc, si ses patrons, ils parlent, ton fils, c'est bien ce qu'il fait. Tout ma mère fait, ouais, c'est vrai, elle savait pas ce que je fabrique. Ouais. Donc, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Elle est fière, c'est la femme de ménage qui peut discuter avec ses patrons et tout, ça fait plaisir. Oh, c'est génial. Et à quel moment t'as su que tu pouvais faire du stand-up? Quand j'avais mon resto, on organisait les plateaux de stand-up donc en 2011, 2012, 2013 et on a toujours aimé ça avec mes potes Mathieu et Stan. Entreprendre, ouvrir des trucs, être son propre patron, toujours. Tenter. Et si ça n'existe pas, faut que je vais le créer. Tu me mettes pas sans faire la victime. On m'a pas vraiment aidé, donc j'ai rapidement compris que attends, mais personne va m'aider, donc je vais le faire tout seul. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on oublie, mais la plupart des entreprises qui sont créées, c'est des chômeurs qui trouvent pas de travail. En fait, quand tu trouves pas, tu crées, quoi. Tu crées. Basta. Et je suis pas mauvais pour créer. En fait, j'aime bien créer. Ça permet de faire travailler d'autres gens. Ça permet de voir un truc. Et quand il y a l'événement final à la fin, que tu t'assois, tu regardes, qu'il y a plein de gens c'est la phrase que je dis avec le One More, on crée un souvenir. En fait, ça me permet de créer des souvenirs. Tout ce que je veux, c'est d'accumuler des souvenirs. Et quand plus tard, je partirai, j'aurai plein de souvenirs, quoi. Et c'est cette espèce d'état d'esprit qui fait que je crée perpétuellement. Si ça n'existe pas, moi je le crée. Et au moment où tu ouvres donc ce resto, est-ce que c'était pour le resto ou plus pour la petite scène que tu allais mettre à côté? Un peu des deux, c'était un lieu de vie? C'était un lieu de vie. Je me saurais toujours... En fait, Steve Jobs, il disait un truc, c'est que dans la vie, un peu il disait que tu relis les points. C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu vas faire. Tu sais pas pourquoi tu fais ça exactement, mais par contre, à la fin, les points, ils ont un sens. C'est que l'expérience qui vont à ce moment-là, j'aurais pas pu te dire, tiens, je vais faire du stand-up et tout. Parce que ce que je savais, c'est que quand on a ouvert le resto avec mes potes, on jouait à FIFA. Je me souviens, en 2010, 2011, on jouait à FIFA. On travaillait tous à la défense ou en marketing et tout. Et on se dit, les gars, on va pas faire ça toute notre vie. On fait pause à FIFA. On dit, les gars, on met 3 idées chacun. Et une des idées, on l'a créée.
Concrétise, pardon. Il y a un de nos potes qui m'a créé un bar de pizza à la part avec une salle de spectacle à l'intérieur. On se dit, c'est cool. Le week-end d'après, on part à Rome, EasyJet, je me souviens, on va à Rome tous les 4. On regarde comment on apprend à faire des pizzas. 4 banlieusards, on part comme ça à Rome. Comment je vous kiffe, c'est extraordinaire. On revient, on dit, vas-y gars, on y va. Mais les gars, on dit, on n'a pas de thune. Je fais, les gars, on pensera à la thune à la fin. Ça a coûté 350 000 €. On n'avait pas cet argent. On y pensera à la fin, à la thune. On va chercher des trucs, on regarde là-bas, on a 4 mecs, mais avec de la grinta, avec de la tchatch et tout. Donc, il y a un gars qui finit par initiative de nous donner 30 000 €. Vu qu'il nous donne 30 000 €, il y a les banques qui disent, OK, on vous suit. Puis, et ça commence à prendre comme ça, petit à petit. Tac. Le resto, il arrive, on a le lieu, on a le local, 7 000 € de loyer. Enfin, c'est une bonne nouvelle. Et là, on se dit, bon, les gars, il est où l'argent? Il est où l'argent? On a vendu tout ce qu'on avait. Mes parents m'ont prêté un peu de thunes et tout. Et on l'a ouvert le 12 octobre 2012. Et c'est une fierté. Et vous l'avez fait. Et vous êtes allé jusqu'au bout. On a fait faillite 3 ans plus tard. Mais vous l'avez fait, c'est pas grave. On avait 24 ans. Est-ce que ça vous a mis dans le pétrin tout de même ou pas? Aujourd'hui, j'ai une autre boîte de production avec le même mec. Parce qu'on s'en fiche. Stan, d'ailleurs, peut-être toi qui sais Stan. Tout à fait. C'est mon meilleur pote. Je savais pas que t'avais fait ça avec lui. C'est mon meilleur pote depuis qu'on a 11 ans. Incroyable. Qu'on réussit, on est ensemble. Qu'on rate, on est ensemble. C'est ouf. Et à ce moment-là, quand il y a le truc de pizza, la petite scène, tu montes sur scène ou pas encore? En fait, tu fais les pizzas. On décide d'organiser du stand-up et on connaît personne à l'époque. On connaît personne et on se dit, on veut faire un truc que ces 2 mecs qui font même plus de la scène maintenant. Et on se dit, deux mecs, ça suffit pas. Il y avait Julien Sommet, il fait toujours de la scène d'ailleurs. Julien Sommet, parce que j'ai grandi avec lui. Et un autre gars, il s'appelait Prince Mazarin. Okay. Et on se dit, 2, ça suffit pas, il faut il y a une 3e personne. On connaît personne encore dans l'humour. Et là, on se dit, tiens, une petite idée un peu commerciale. Un des patrons du resto va monter sur scène et faire des blagues. J'étais le plus proche de l'écriture. Ouais. On n'a pas dit à notre public, on dit, si vous voulez voir qui est-ce qui va monter sur scène, venez. Donc ça permettait d'avoir des réservations. Tous nos potes sont venus parce qu'ils savaient pas si c'était Stan, Mathieu ou moi qui allait monter sur scène. Là, je monte sur scène. Un peu comme la blague. Une blague, quoi. C'est pas... On dit, venez, vous verrez, on voit, mais là, t'as pas des perspectives d'être un professionnel du stand-up comme tu es aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent, il faut leur donner une motivation pour qu'ils viennent. S'il y a 1 ou 3 qui montent sur scène, tous nos potes vont vouloir venir et ça a marché, ça a rempli la salle. Par contre, moi, j'ai écrit un sketch éclaté. J'ai honte. Ça parlait de culottes sales, c'était nul. Pourquoi le début, c'est toujours caca, pipi? Moi, mon premier sketch, c'était du papier de toilette c'est caca, pipi. Pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, je pense que quand tu fais pas encore ce métier, tu penses qu'une histoire drôle, c'est drôle. Et c'est caca, pipi? Ouais, en général, le caca, les trucs, c'est des culottes, c'est des mots drôles dans la vie. Les toilettes. Tu penses que, voilà, c'est des trucs qui sont mots drôles. C'est des mots drôles. On revient un peu à un truc d'enfance, presque. Exactement. C'est de l'humour basique. Tu te dis pas que tout peut être drôle, que tu peux faire rire. Ça prend beaucoup plus de temps. Alors aujourd'hui, plus il me dit c'est technique à faire rire. Là, je suis en train d'écrire des vannes sur un appel de la Fondation Good Planète qui veulent qu'on écrive des vannes sur l'écologie, sur la sismologie. Il y a 15 ans, tu me dis, c'est pas drôle. Aujourd'hui, je vais faire rendre ça trop drôle. Je sais pas encore comment. Mais au début, non, t'es pas comme ça. Tu te dis, bon, carambar. Ah, ça, carambar, c'est marrant. Tout le monde connaît, ça va être des fans. Et c'est parce que c'est le démarrage. Donc, tu fais ce sketch-là. Un bide. Je reste 30 minutes sur scène. Mais tu te rends même pas compte que t'es là, tu crois que t'es fort, t'es là, nanana. Mon pote Stan, il m'a dit, mec, fais plus jamais ça. Arrête. Il m'a dit, fais plus jamais ça. Et là, c'est un autre truc qui m'a motivé, parce que quand tu me dis de pas faire un truc, ça me donne envie de le faire. Donc, dis merci Stan, parce que 10 ans plus tard, je suis toujours là. Et tu t'es dit, mais en sortant de là, est-ce que c'était douloureux? Est-ce que c'était relou? Tu t'es dit, non, moi, je veux réessayer, m'améliorer? En fait, après ça... Ou t'as pris un petit plaisir dans ce bide? J'ai pris un plaisir à parler, à monter sur scène, comme cette espèce de truc un peu d'égo où on te regarde et tout. Mais j'ai pas pris de plaisir en fait, je m'en suis voulu de pas avoir écrit, parce que j'écrivais quand même des chansons. Je me dis, mec, pourquoi t'as pas écrit? En fait, là, je me suis rendu compte que c'est un métier d'auteur d'abord. Avant d'être sur scène, c'est d'abord écrire. Alors qu'on pense souvent qu'un humoriste, c'est quelqu'un de drôle. C'est quelqu'un qui sait écrire. D'abord, et après, il s'est interprété. Et c'est là que je me suis rendu compte. Donc après ça, on a eu Alex Nguyen et Seb Melia qui sont venus donner des cours de stand-up dans mon lieu. Kevin Razi venait régulièrement également, c'était à l'époque d'On demande quand rire. Donc les humoristes, ils venaient régulièrement à cette époque-là. Pour essayer leurs choses. Exactement. Et tout. Donc moi, je regardais. Et la fermeture du resto, donc 2 ans et demi plus tard à peu près, je me dis, viens, on réessaie. Et là, j'ai créé un sketch. Donc, il y a eu Et là, tu vas autre part, donc tu vas dans un club. Toujours dans mon resto. Toujours dans ton resto. Mais à la fermeture. Donc, le truc, c'était à l'ouverture. Et la scène d'après, donc ma première vraie scène, c'était à la fermeture. Avec d'autres. Avec des humoristes qui, cette fois, il y avait un vrai plateau. Et j'avais écrit un sketch sur mon prénom à l'époque. Certes Fez, les mecs comme ça, là. Et
Et là, j'ai eu un déclic que je me suis dit, OK, le resto va fermer. L'adrénaline de l'entrepreneuriat, en fait, moi, je marche à l'adrénaline. Je suis un peu une espèce de drogué. Et au défi. Au défi. Et en fait, j'ai vu que, putain, OK, j'ai plus mon business. Je vais retourner en entreprise, parce que je devais payer mes dettes et tout. Je travaillais au Galeries Lafayette à l'époque, en marketing, pour le site galerielafayette.com. Je me suis dit, mais attends, je peux pas faire ça. Il faut que la scène, ça, il y a l'énergie, il y a le truc, il y a l'enjeu, la motivation. Et là, j'avais rencontré Paul Serré à l'époque, et qui m'a présenté au Diable Comedy Club. Donc, j'ai fait des Deb Jam là-bas. Et t'as été piqué. J'ai été piqué, je suis parti au Paname. J'ai fait, mais en fait, c'est ça. Et ça fait 8 ans. Je me dis, c'est la première fois que j'ai fait une activité humaine où j'ai absolument aucune envie de l'arrêter. Et ce qui te donnait presque la force de continuer le Galeries Lafayette et tout, parce que tu t'es dit, exactement. Toi, tu sais qu'à la fin de ta journée, tu vas aller en comedy club et ça te fera tes petits sous. Je tenais qu'à ça. Du moins j'ai même dit à mon boss, gars, je te préviens, mon corps il sera là. Ma force c'est que j'apprends très vite, je travaille très vite. Je veux me casser à 5h30 tous les jours. Ouais. Je vais aller vite la journée. Mais il savait que tu faisais du stand-up. Il savait, il est venu me voir et tout. Ah, c'est génial. Ouais, il savait et d'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a... Il a compris ta passion, il a respecté ça et c'est cool. Donc ça m'a permis de continuer. J'ai cumulé assez de trucs pour être au chômage. Et après j'ai donné des cours d'échecs et j'étais livreur à vélo. J'étais livreur à vélo avant Uber Eats sur Take It Easy. Je sais pas si tu te souviens de Take It Easy. Avant qu'Uber Eats, j'étais livreur à vélo pour Take It Easy. Et je me dis, et ça me donnait de la force parce que socialement c'était dur. J'ai un double diplôme. Je suis livreur à vélo. C'est ça que j'allais dire. Je me suis tu peux avoir un métier où tu es à l'aise financièrement et tu décides de toi-même c'était dur cette moment-là. Ouais. Parce que je finissais à 15h et après je pouvais aller écrire des vannes et monter sur scène. Parce qu'il y a que ces métiers qui vont finalement te permettre d'avoir du temps. Si t'as pas besoin trop de ton cerveau, t'es sur 3-4 heures d'affilée, tu fais un peu ta thune et après tu passes à autre chose. Mais je me souviens mentalement c'était dur parce que personne comprenait. Gars, t'avais un business, t'as des diplômes, t'es livreur à vélo. Et je savais pourquoi je le faisais. Mais toi tu savais. Je savais pourquoi je le faisais. Toi t'avais ton plan. Je savais pourquoi je le faisais. Ouais. Mais c'est chambé. Et tu te rappelles le premier moment où t'as réussi à faire gaulerie? Au Paname. C'était au Paname. Ouais, j'avais... T'as senti un truc. Ouais, j'ai senti... les gens, ils m'écoutent. En fait, j'ai commencé à comprendre. J'ai senti la musique de l'humour assez rapidement et je me sens... En plus, elle est en vidéo, ce passage. Quelle chance. Il n'y avait pas de micro. Parce qu'il y a 8 ans, le micro n'était pas obligatoire. C'est un passage sans micro. Aujourd'hui, tu me dis d'enlever un micro, je ne saurais même pas. Je suis sûr que je pourrais le faire. C'est bizarre, C'est bizarre, mais le Café Oscar et le Paname, il y a encore quelques années, le micro n'était pas trop obligatoire. Et je regarde cette vidéo assez régulièrement. Alors que des passages... Pour te rappeler, tu la regardes maintenant. Pourquoi? Alors que parce que c'est du comique pur. Je sais pas ce que je veux dire. T'avais touché à un truc. Ouais, j'ai fait, et j'essaye de garder ce truc-là. Aujourd'hui, j'ai plus la technique et tout, mais là, j'avais pas la technique. J'avais une vieille dégaine, mais les gens, ils rigolent. En fait, en regardant la vidéo, je comprends pourquoi. Et je la regarde régulièrement, cette vidéo. Pourquoi, à ton avis? Parce que, en fait, le début du sketch, il est un peu dur, parce que ça rigole pas. Et à un moment, je vois dans mes yeux un espèce de truc. Et ce truc-là, j'essaie de le retrouver à chaque fois. Est-ce que c'est quoi? C'est un lâcher-prise, je m'en fous, tu retrouves le vrai cercle que tu connais. Celui qui a pas peur forcément des gens et qu'en fait, le public, je le vois, ils sentent que j'ai plus peur, donc ils sont prêts à rire. Et ce truc-là, c'est quand t'as ce déclic, tu comprends, on est des animaux. Si le public ressent une once de peur, de pitié, c'est pas valable c'est pas compatible avec le rire. Et quand et c'est dans cette vidéo-là, en fait, ça se voit, c'est visuel, quand j'ai... Mais attends, ils vont rien me faire. Et là, ça se voit. Ouais, ça se voit. Et après, ça s'enchaîne et les rires commencent à arriver. C'est un truc de ouf. Et est-ce que t'as le trac, toi, avant de monter sur scène? Toujours, tout le temps. Toujours. Quand je l'ai pas, à part sur les tout petits plateaux où tu sens que t'as rien à perdre, mais je l'ai toujours. Et je me dis, si tu l'as pas, c'est en fait, je pensais que ça disparaissait, et j'ai une anecdote avec Blanche, qui m'a montré que ça ne disparaîtra jamais, qui est quand même une dame incroyablement forte. Elle avait joué son dernier spectacle, elle avait fait un rodage au One More, un peu avant le spectacle, et je vois qu'elle est pas bien, et tout, on est dans les loges, et elle me prend dans ses bras, et elle me dit, j'ai peur. Je fais, non, Blanche Gardin a peur. Mais pourquoi mais je continue à avoir peur, en fait. Donc voilà, t'étais à l'aise dans ta peur, exactement. Après tu dis, Blanche, elle a peur, c'est que tout va bien, et c'est même un joli signal, finalement, c'est que ça veut dire... T'as envie de convaincre les gens, c'est que ils sont pas acquis. C'est comme je pense un peu la séduction que normalement tu dois ressentir une petite appréhension quand tu rencontres une personne nouvelle. Sinon, c'est que
je ressens rien, quoi. Ça fait partie du truc. Après, je me rassure en disant toujours la même phrase avant de monter sur scène, toujours. Enfin, j'en dis 2. La première, c'est pour l'année Mathurin, c'est pour la famille Mathurin. Et la deuxième, c'est à l'échelle de la vie, c'est rien. Et après, je monte sur scène, toujours la même. Tu dis ça. À l'échelle dans de la ta vie, c'est tête, rien. à l'échelle de la vie, Et on y c'est va. rien. Bonsoir. Ouais, allez, on y va. Purée. Ah, c'est beau, hein. J'essaie d'avoir un rituel qui me... Et tu sais, le fait d'entreprendre et le fait d'être, par exemple pour le One More, c'est toi qui présente, c'est toi. Est-ce que ça parasite tes passages? De fou. Ah ouais? Ouais, on n'est pas des robots. D'ailleurs, souvent, on m'a dit qu'il fallait que je choisisse entre l'humour, la production ou la scène. Je comprends qu'on le dise, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire les deux très bien. Parce que tu dois penser à nous, tu dois penser à ceux qui sont en retard. Tu le penses dernier qu'on a fait au Forum des images, je te voyais un peu partout. Et je me suis dit, putain, mais certes, il est fort parce qu'il arrive à être focus quand même. Ouais, mais c'est pas facile. Tu marches très bien à chaque fois. Ouais. Je me dis, mais comment tu fais? Faut surtravailler, mais c'est pas facile. Je me souviens, il avait fait un show au Cirque d'hiver, et je présentais, je jouais, et pendant que je présente, je vois qu'il y avait une grève c'était juste avant les grèves et tout, il y avait plus d'électricité. Et moi, quand je monte sur scène, je vois tout ça. Un humoriste, il fait pas attention, on leur en parle pas. Mais moi, je vois que il manque des lumières. Je vois que, donc je suis là, est-ce que vous allez bien? Et je fais, mais merde, qu'est-ce qui se passe dans le truc? Et tu dois faire comme si et d'ailleurs, je présentais un show pour Sisplay, le Sisplay Comedy Show, où je présentais, je produisais, et je hostais, et je jouais. Au bout de la 3e émission, j'ai dit, j'arrête de jouer. J'arrive pas, en fait. Non, je peux pas. J'arrive pas. Et puis, t'as tellement de possibilités de jouer ailleurs, de faire d'autres trucs, tu te concentres sur ta prod. Mais par contre, j'adore faire des trucs où je joue. D'ailleurs, l'endroit où je te dis souvent, où j'aime le moins jouer, c'est le One More. C'est l'endroit où j'aime le moins jouer. Ouais, parce que c'est ton endroit, c'est votre endroit, à ton équipe et toi. Ma team. Et justement, à quel moment vous avez eu l'idée, ton équipe et toi, d'emmener le stand-up dans des endroits insolites? C'est pas insolite, mais où on n'aurait pas pensé au stand-up. À la Tour Eiffel, au Louvre, au Cirque d'hiver, dans des parkings et des trucs. Et en plus, vous faites en sorte que ce soit des expériences. Vous dites pas le lieu tout de suite. C'est-à-dire du début à la fin, tout est stylé, quoi. On essaie. Est-ce que ça aussi, c'est tes études de marketing qu'on fait, que on brainstorming, on se met autour d'une table, on essaye de voir comment on peut faire kiffer le spectateur du début à la fin? T'appelles qui pour la Tour Eiffel? T'appelles monsieur qui? Monsieur Eiffel, les petits-enfants d'Eiffel? Je te raconte. Juste pour venir au One More, c'est-à-dire que avant le One More, c'était One More Joke, on se connaît depuis un moment. Quand j'ai vendu, c'est là où tu relis les points. Quand j'ai fini mon restaurant, j'avais des trucs à revendre, et la caisse enregistreuse de mon restaurant, je l'ai revendue à Camille, Antoine et Hugo, qui avait un bar, c'était le Mort à l'époque. Donc ça s'est rentré comme ça. J'aurais vendu une caisse de mon ancien resto. C'est marrant, cette espèce de passation de trucs. Eux, ils ouvraient leur resto quand moi j'ai fermé le mien. Et on a créé un plateau qui s'appelait le Mort de Rire à l'époque. Moi, je m'appelais donc certes sans S. Claqué comme nom de scène d'ailleurs, bref. Non mais c'est tu fou tentes comment des trucs. tu tentes. Hein, tu tentes. Et le Mort de Rire marchait pas de fou, mais on a vu qu'il y avait un truc assez cool entre nous. On a avancé, on a grandi, et eux, ils ont fermé leur lieu. Et 1 an et demi plus tard, ils ont le One More. Antoine, il m'appelle, il me fait, mec, j'ai un lieu. C'est là. C'est quoi? C'est le One More au tout début, c'est juste un resto? Aujourd'hui, à la base, c'est un... Parce que là, on mange là-bas. Maintenant, c'est un resto. Ouais, la bouffe est trop bonne. C'était un bar. À la base, c'était un bar. Un bar qui s'appelait rue de la Folie Méricourt, ça s'appelait le One More. Rue de la Folie Méricourt, oui, voilà. Maintenant, il est fermé. Enfin, le tout premier, c'était le Mort. Ensuite, ça a été le One More. Maintenant, c'est la maison One More. C'est-à-dire que c'est une aventure qui est là depuis un moment maintenant. Et en fait, le truc important, alors je conseille souvent aux gens qui jeunes, qui veulent faire jeunes, qui veulent lancer des plateaux de stand-up, c'est quasiment le plus important, c'est que les patrons du lieu, ils soient avec toi. Ils soient vraiment avec toi. Et c'est ça qui était le truc, c'est que ils aimaient le stand-up aussi. Ok, donc, faut pas que ce soit qu'un truc genre je veux de l'oseille ou je calcule pas, faites vos trucs. Ça tiendra pas. Faut que les deux soient investis pareil. Exactement. Et les humoristes, ils le sentaient, ça. Le public, il le sentait. C'est-à-dire qu'on a créé dès le début, en fait, le One More, c'était à la base, on était 15. Et c'était le jeudi. Et eux, ils disaient, ouais, mais ce mec, il y a pas beaucoup de monde. C'est technique, on va prendre des after-work de ton entreprise pour pouvoir faire un peu de thunes. Je leur dis, les gars, si on fait ça, ça va jamais prendre. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver et tout. La semaine d'après, on était 35, puis après, on était 45, puis 65, puis ça commençait à prendre. Et eux, ils étaient cool, ils donnaient à manger à tous les humoristes. On y avait un coin
étant que pour eux. Après, il y avait un blind test où on faisait gagner des places de spectacle pour les humoristes. On avait un tableau géant, on mettait moi, je répondais à chaque personne, et réservé à la main, je répondais à chaque personne, je connaissais le nom de chaque spectateur. Donc, en fait, on faisait tout à la main. Tout à la main. Donc, en fait, on a créé une vraie communauté. Chose qui se fait pas forcément sur un autre plateau. Et avec une vérité, une sincérité. On aimait vraiment ce qu'on faisait. Donc tu fidélises, pardon. Ouais. Et je pense que quand tu donnes aux gens, tu reçois. C'est organique, on se rend pas forcément compte. Donne, vas-y donne. Sans forcément penser. Et en fait, dans une époque où le stand-up grandit, tout le monde sent qu'il y a une énergie un peu... Pourquoi il y a un truc là-bas ? Particulière. Pourquoi il y a un truc ? Eh ben parce qu'il y a que des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font. Les humoristes sont contents. Gad Elmaleh, quand il revient de New York, il a jamais fait de stand-up encore à Paris, quand il découvre les plateaux, c'est Kian, il dit, mais viens au One More. Il y a Céline Blanche, viens au One More. Ouais. Tu te retrouves avec des tout plateaux. Tout le monde nous dit ça parce que c'est doux. C'est parce que t'arrives dans un... Ouais. Et en fait, après, donc t'as Télérama qui fait, mais c'est quoi ce truc? Figaro qui fait, mais c'est quoi ce truc? Et ça s'enchaîne, et en fait, c'est juste des mecs passionnés de stand-up qui donnent une scène de 130 places aussi. Il y avait pas beaucoup, il y avait pas cette jauge-là, elle était pas... Des chapeaux bien costauds, de la bouffe, des trucs, à peine soirée. C'est doux. Les humoristes, ils partaient à minuit, 1h. Ça arrive rarement. En général, on joue nos trucs et on se casse. On se casse parce que la chaise est trop dure, parce que il y a pas de place, t'as envie de rentrer. Mais quand on est bien, on rentre pas. Hein. Quand t'es bien, tu rentres pas, tu restes. Tu veux rester. T'es content, il y a un truc. Et quand on voit que ça commence à prendre, on avait déjà l'idée avec mes potes, on a dit, les gars, il faut qu'on sorte le truc. Il y avait pas trop de plateaux extérieurs. Tu vois, des trucs dans des différents lieux. On dit, venez, on tente la nouvelle scène. Moi, je connaissais Jessie. Ouais. Je tente on se dit la nouvelle scène. C'était, franchement, je dis pas la première fois, mais quasiment en 2016-17, il y a 5-6 ans de plateau qui s'exportent, donc on le fait avec Hakim, je me souviens, Tania, Noman Osni, Yacine Bellatar. Et en fait, les gens ils sont contents. En fait, faut savoir qu'il y a un concert One More, il y a de la peinture live également. On a toujours la même musique, qui s'appelle Fakir, Morning in Japan. Donc c'est une espèce de DA. Ah ça marche l'exportation. Viens on tente une autre. Viens on tente la Bellevilloise. Ah ouais, donc ça marche aussi. Viens, on tente. Et en fait, tu grandis comme ça. Et le Grand Rex, pour te dire le truc, c'est là, un jour, je suis avec ma team, on cherche une plus grande salle pour avoir la fermeture du resto. On hésite entre l'Olympia et le Grand Rex. Et moi, je passe devant mon resto et je vois le Grand Rex. Et je dis, faut qu'on fasse le Grand Rex. C'est juste à côté de là où j'ai fait faillite. C'est juste à côté de là où j'ai fait faillite. Viens, on tente. Ça prend. Ça prend. Et en fait, c'est que à chaque fois on tente, ça prend, ça marche. Et je sais pas quoi te dire, on a appelé à Tour Eiffel, ils ont dit OK. Ça marche à chaque fois. C'est incroyable. Et sans forcer. Ça marche à chaque fois. Personne n'y avait les gens, pensé. ils osent pas. Ils ont pas osé, vous avez osé. Je me souviens qu'on a fait le Grand Rex, je me dis mais non, il y avait pas de plateau au Grand Rex. Ça marchera pas. Ça a marché. En fait, on tente. Parce qu'on est un peu fou. On tente, on donne quand même un bon dossier, un bon truc. Exactement. On explique, c'est clair. Et au bout d'un moment, ton storytelling, il est au-dessus de toi. C'est-à-dire que moi, je le sais, c'est comme si One More, c'est mon enfant, il est plus connu que moi, tu vois. Et en fait, mon enfant, il est plus connu que moi, et il tourne tout seul. La marque, elle tourne toute seule. Okay. Elle tourne toute seule. Donc maintenant, c'est comme la marque Jamel Comedy Club qui tourne toute seule. J'ai pas du tout cette notoriété de Jamel. Non, mais je veux dire, c'est un truc. Et vous avez bien bossé. Et le Louvre, pareil. Le Louvre, c'est eux qui sont venus. Allô, bonjour. Le Louvre, c'est eux qui sont venus. I'm sorry. Ouais, le Louvre, c'est eux qui sont venus. Non, Serge, vous êtes quelqu'un. Non, le Louvre, je vais vous voyer. Je reçois un mail, enfin oui, bonjour, est-ce qu'on pourrait se voir et tout? Bonjour, c'est nous le Louvre, on te veut toi. Le Louvre, en plus, c'était incroyable. On a fait 2 trucs, on a fait des nocturnes, c'était une expérience de ouf. C'est qu'en fait, toutes les demi-heures, il y avait 300 personnes qui tournaient, on était dans la même salle, il y avait 6 shows toutes les demi-heures. Donc, une première, moi, plus 2 autres humoristes. Et après, ils ont dit, est-ce que ça vous dit d'écrire des visites stand-up? Le Louvre, à cause du Covid et tout ça, on a de moins en moins de Parisiens qui viennent. On voudrait faire revenir les Parisiens. Est-ce que tu peux écrire des visites sur le Louvre? Donc, j'ai écrit une visite qui s'appelle stand-up L'amour, présentée par le One More Joke au Louvre. J'ai choisi 10 œuvres d'art. Donc, des teintures, des tapisseries, des sculptures. Et en fait, tu visites le Louvre. Et chaque œuvre, il y a 5 minutes de stand-up sur l'œuvre. C'est trop drôle. Et c'est à côté de l'œuvre? À côté de l'œuvre. Et on transporte les gens. Franchement, c'est trop bien. Et là, on va faire sur l'argent. C'est génial. Et notre métier, c'est d'écrire, à la base. Alors, deuxième truc, quand tu joues au Louvre ou quand tu joues à la Tour Eiffel, est-ce que c'est intimidant? La première fois, oui. Après, c'est comme tout, tu t'habitues. Là, on va refaire la tour. C'est la 4e ou 5e. La tour, c'est quoi? La Tour Eiffel. Ah, pardon. Maintenant, c'est vraiment, on est dans des trucs, c'est intime, quoi. Faire la tour.
Et non, mais c'est génial. Et on a un peu... Et maintenant, t'as l'habitude et c'est comme on a un partenariat avec eux. On a une exclusivité d'1 an avec eux. Ils veulent qu'il y ait que nous qui fassent... C'est trop cool. Est-ce que t'as le souvenir d'une dinguerie qui t'est arrivée sur scène? Moi, il y a plein. C'est déjà une dinguerie, tout ça. La Tour Eiffel, les œuvres d'art et tout, mais un truc peut-être... La Tour, j'ai chialé, parce que... Sur scène? Non. Après, en fait, j'ai un problème. Je suis un peu un addict du travail. On me dit souvent ça. C'est-à-dire que je me rends jamais compte de ce que je fais. C'est-à-dire que je m'arrête jamais. Donc, t'es toujours en train de faire des trucs et je m'arrête pas. Donc, tu prends pas le plaisir non, ou tu te rends pas compte. T'es dans la Tour Eiffel, mais tu penses déjà au Louvre, et donc tu profites pas de... C'est ça un peu mon problème. Et là, il y a ma team ils me viennent tous les trois, ils me font, certes, arrête-toi 2 secondes. Ouais. Pose-toi. On est devant la vue de Paris, la truc, en plus, elle est en train de me clignoter pour me coller dedans. Wow. Il me dit, arrête-toi un peu. Et sois content. Donc tu t'es arrêté? Et là, je m'arrête et je fais... Et en fait, il y a toute cette fatigue un peu cumulée. Ok, mec. Vas-y, détends-toi. Et ça, les larmes coulent, quoi. Parce que, en fait, je me bats depuis des années et tout, et je me rends pas compte qu'en fait, ça marche un peu, et ouais, j'ai chialé. Je me dis, ce monument-là, qui est là depuis 1889, il n'y a jamais eu d'humour dedans, et ben, en fait, c'est nous, et putain. Et je pense à mes darons, je fais merci à eux, et tout, et ça m'émeut, je me souviens. C'est magnifique. Il faut se rappeler. Ouais. Parfois, il faut se rappeler. Et est-ce que toi, est-ce que l'humour remplit une faille que t'as, peut-être? Ouais, clairement. Tu sais, laquelle c'est, cette faille? On en remplit 2, je pense. La première, je suis très empathique. Et la justice me fait mal, me fait vraiment mal. Toi, je peux tirer 50 balles et donner à quelqu'un. Je dis pas que je suis mieux, mais ça me fait mal, en fait. Et en fait, faire rire les gens, ça fait que je ressens pas, ça me donne de moi, sans que ça me coûte de là-dessus et tout, et que tu ça sois remplit, utile et que t'aies donné... Inutile, c'est le pire truc pour moi. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je pense que j'arrêterai jamais. Je me sens utile. Et donc c'est de l'égoïsme et de l'altruisme en même temps. Tu vois, il y a une espèce de truc qui fait que... C'est pour ça que je crée des trucs aussi. Je crée pas que pour moi, c'est que ça va être utile à d'autres personnes. Et donc ça comble cette espèce d'ego. Et d'ailleurs, je le dis, je pense que l'altruisme, c'est de l'égoïsme envers les autres. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Je pense que Martin Luther King l'avait bien, je me compare pas du tout à ces personnes incroyables. Pas du tout. C'est que je pense que le monde, il est très compliqué, il est très dur, il y a beaucoup de gens malheureux. Là, mon spectacle s'appelle Argent, celui d'avant s'appelait Amour. Et l'argent rend malheureux les gens, rend énormément malheureux. Vous avez une chance sur 1 milliard d'être millionnaire. Oubliez, ça va pas arriver. Par contre, tu peux quand même avoir une vie stylée si tu as trouvé les 2-3 clés. Et je donne à la fin de mon spectacle des conseils pour pouvoir avoir une belle vie sans argent. C'est un peu marrant et tout, il y a des vannes dedans. Je raconte 2-3 exemples. Et les gens, en fait, ils m'envoient des messages, ils disent merci et tout, ça fait du bien. Oui, ça m'a permis de relativiser, d'appliquer peut-être une des 2 clés. C'est ça, et que en fait, les périodes dures, j'ai pas eu de thunes du tout. Et je suis quand même debout parce que, en fait, c'est les gens. Je dis que c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de gens. Et c'est un peu le truc. Il y a toujours des gens derrière ces billets, derrière le virement. Pensez à ça. Et ça permet de rendre la vie moins dure. Moins dure. Parce qu'elle est dure, sinon. Elle est dure. Et l'argent n'est pas une solution, je le sais. Donc, je transmets ça avant avec amour. Et aujourd'hui avec argent. J'aime bien l'humour avec ça. Ouais. Utilisé comme ça. Et ça, c'est la première, la deuxième faille? Quand j'étais jeune, j'ai une enfance belle en même temps, pas belle du tout. Tu connais la banlieue, les darons et tout. Ouais. On connaît, te faire défoncer tous les 4 matins. On connaît, t'as capté. Mais c'est fou. On a exactement les mêmes vies. Plus ou moins, tu vois, mais c'est un peu les mêmes vies. Mais c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est même un moteur. Tu vois, moi, j'ai mon nouveau spectacle, je suis en train de l'écrire, je suis en train de le penser. En fait, quand je vois la vie de ma daronne, je me dis, c'est de la chance. Va au max de ta vie. Va au max. Va voir ce que c'est. Va voir, essaye d'apprendre le plus de choses et va voir ce que c'est. Et l'humour, en fait, c'est le métier le plus complet. En fait, c'est une espèce de
de métier qui me permet d'apprendre plein de trucs, de rencontrer plein de gens, de voyager. C'est le métier le plus... J'aurais jamais pensé que c'était aussi complet. C'est incroyable comme métier. Ça, c'est une chance inouïe. Et je suis tombé dedans, comme je sais plus quelle chanson dit, juste pour voir. Et maintenant, c'est mort, je peux plus faire autre chose. Donc ça remplit cette espèce de curiosité qui est en moi. C'est le seul métier, je pense, qui pourra me remplir. Te nourrir, te remplir. C'est le seul. Et surtout, j'en ai fait des métiers soi-disant cool, avec des grosses boîtes, des trucs comme ça. Il y a un truc dans ce métier. Et en plus, il y a un autre truc, un dernier que j'ai découvert assez récemment, et ce sera un peu sur mon troisième spectacle. Enfin, j'étais à la banque, et il y a une meuf, en plus, on développe, en étant humoriste, tu commences à devenir un punchliner, tu développes la punchline. La banquière, tu vois, je m'appelle Certes Mathurin, et je viens chercher une carte bleue, que je perds tout le temps mes cartes et tout, et elle voit mon nom, tout sur ma pièce d'identité, elle me fait, oh, t'as un joli nom, Certes Mathurin, c'est le nom d'un grand homme et tout. Et je lui dis, ouais, c'est le nom de l'homme qui possédait mes ancêtres. Je lui dis ça. T'aurais dû voir la tête de la dame, c'était drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Elle a, ouais. T'es pas drôle, pas drôle, pas drôle. Ah ouais. Et en fait. Ah la vache. Et j'ai eu, en fait, en allant en Haïti de plus en plus régulièrement, je porte le nom de celui qui possédait mes ancêtres et tout. J'ai envie que ce nom l'emmenait loin. Pour boucler la boucle. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'es là sur Terre pour laisser des petites traces quand même. Ouais. Si possible. Que pour moi. Voilà. Je suis pas là que pour moi. Ouais, t'es en mission, hein. Je sais pas, faut le dire, mais ouais, peut-être. Ouais, non, t'es en mission dans ta tête, quoi, mais t'es en mission. Mais surtout que tu fais c'est pas attention. C'est pas pour rien, quoi. Je pense qu'on a tous un but sur Terre. Et le mien, il est qu'avant que je ferme les yeux pour la dernière fois, si j'ai pu rééquilibrer des petits trucs par rapport aux inégalités, Paris, la banlieue, j'aurais fait mon taf et je dirais c'était tout pour moi. Et je me partirais comme ça et je pense que c'est ça qui fera que je me sentirais bien. Et c'est quels ont été en fait tes modèles, les modèles moteurs? Tout à l'heure, ça peut être des humoristes, mais tout à l'heure, tu as parlé de Steve Jobs. Ouais. Est-ce que c'est plus des gens comme ça qui sont un peu dans le game du business, mais qui donnent d'énormes clés de vie ou 3-4 mecs. Ou des Jamel, ou de j'en sais rien, des gars... Ouais, 3-4 personnes. Est-ce que t'es sensible comme on dit, aux quotes, là, tu sais, les phrases, les citations de gens... les rappeurs. D'ailleurs, les rappeurs, c'est pour ça que je suis un grand fan de Medine, de Youssoupha et de Kerry James. Medine, il revient souvent dans le stand-up. Parce que j'ai appris trop de trucs en écoutant ses musiques. Il raconte des histoires. Qui nous parlait de Medine? C'est Sulo. Ouais, ils viennent de la même ville. Ils viennent de la même ville, ouais. Mais c'est une vraie inspi pour beaucoup de monde. Hein. Comment en peu de temps, 3 minutes 30 de chansons, raconter un truc. J'ai appris l'histoire de Malcolm X, de Massoud, de plein de gens, en écoutant des sons. Paf, les rimes. Tu comprends le début, le milieu, la fin. Oh là là, je vais écouter ces albums. Hein. Tu me les conseilles, tu le conseilles. Ouais, je t'enverrai des... Ah ouais, vraiment. Et tu sais, il donne des noms, tu sais pas qui c'est, donc tu vas chercher derrière. C'est en fait cette espèce de truc, je me dis, si je peux faire l'art du divertissement en faisant apprendre aux gens. C'est Medine qui m'a donné cette envie d'être comme ça un peu sur scène. Et des stand-uppers? En stand-up, j'aime bien Chris Rock, j'aimais beaucoup Chris Rock, enfin j'aime toujours Chris Rock. Ouais. Il est là dans pas longtemps. Ouais, il y a plus de place. Ouais. Ah, déjà. Ouais, c'est Chris Rock, quoi. Mais ce côté, il a un côté prêche, toi, il a un côté prêcheur, Chris Rock, où il te rentre l'idée, il te rentre le prémisse, et il répète 2-3 fois. Et ça rentre dans ta tête, et les vannes sont derrière. Donc j'aime bien ce côté. Son mécanisme, ouais. Je le fais pas pour pas, parce que déjà on dit que je lui ressemble, donc si en plus j'ai le même mécanisme, on va dire que je le copie. Mais j'aime bien cette manière-là, et ça m'a avoir des prémices fortes, Quand ton prémisse, ton idée est tellement bien intéressante et bien axée, où les gens ils t'écoutent. Ils arrêtent, ils disent. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Exact. Ouais. Donc ça, Chris Rock. Et en français? En français, juste il y a une femme, Maya Angelou, une poète que j'aime trop. Maya Angelou, j'aime trop. Elle, par contre, ses citations, par exemple, j'en ai plein chez moi, des citations de Maya Angelou. Les gens se souviendront pas de ce que tu leur as dit, se souviendront pas de ce que tu leur as fait, mais ils se souviendront de ce que tu leur as fait ressentir. Et c'est vraiment ça, c'est qu'on se souvient pas des mots, on se souvient pas de trucs, mais on se souvient d'une espèce d'énergie que les gens t'ont donnée. Et cette phrase, elle résonne beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que une des best lines du One More Joke, c'est on n'est pas là pour créer une soirée, mais pour créer un souvenir. Un souvenir, on se souvient. On se souvient. Maya Angelou, donc grand fan. En France, votre génération, hein. Votre génération. Ah ouais? Ah ouais, votre génération, elle nous a mis une patate. En fait, votre génération, elle était, je pense qu'on vous l'a dit, mais vous étiez, il sort d'où? Ouais, il y a des gens
qui nous ressemblent. Il y a des gens qui nous ressemblent. Et ils sont drôles, et ils sont en équipe. Le côté équipe qu'on n'a pas aujourd'hui, le côté équipe. Et moi, aujourd'hui, j'avance en équipe. Ça me manque, ça. Ouais. Vous, je pense que vous n'avez pas le choix, parce qu'il n'y avait pas 36 milliards de gens. Non, et en fait, tu sais, le truc, c'est qu'on était une équipe avant le Jamel Comedy Club. Ouais. On avait une troupe, on était Thomas Njijol, moi je le connais depuis le lycée, il m'a présenté Fabrice, après c'est une vraie troupe qui s'appelait Barre de Rire. Et ensuite, on a changé de nom pour être identifié. Kader Aoun nous a repérés, et après on s'est appelé le Jamel Comedy Club pour que les journalistes s'intéressent à nous. Mais on se connaît depuis. C'est pas un truc fabriqué, en fait. Tu vois ? Mais ça se ressentait. Ouais. Ça se ressentait. Mais aujourd'hui, il y a des petits groupes. Il y a des petits groupes. Des petits. Non, il y a des petits groupes. Des petits groupes mignons. Tout seul, c'est un peu dur. Hein. Ouais, la flemme. Ouais. On est tout seul sur scène, mais si t'es tout seul c'est fatigant. Ouais. C'est même triste d'être seul dans ce milieu. Et d'ailleurs, un truc triste ou un truc moins cool, une dinguerie moins cool qui t'est arrivé sur scène. T'as un souvenir de ça ? Ouais. Il y a quelques années. C'est marrant sans être marrant. C'est pas vraiment marrant. C'est ça, ouais, c'est vrai. Je fais un événement qui s'appelle la course croisière et deck. C'est un truc d'école de commerce. C'est des gars qui ont des bateaux, des pulls comme ça et tout. Des pulls, ok. Des pulls, on est dans le... Ils ont des bateaux. Voilà, ils ont des bateaux. Ouais. Ouais, déjà, ils ont des bateaux, quoi. Ils ont des bateaux, c'est à eux. Ils ont acheté, ils ont dit bonjour, je voudrais celui-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci quand il y a des bateaux. J'ai fait le truc, je suis pas prêt. J'étais pas prêt à cette époque à faire une scène aussi grande. En fait, c'était sur 3 jours. Le premier jour, il y avait Nino Ariel qui jouait devant 30 personnes. Le deuxième jour, il y avait Thomas Angélique, je crois, qui jouait devant 100 personnes. Et le dernier jour, l'organisatrice, elle me dit, ouais, certes, t'as de la chance, tu seras dans le chapiteau, il y a 3000 personnes. Je suis d'accord, ok. Donc, chapiteau, ça veut dire fermé bien à l'écoute. Ouais, sauf que chapiteau, c'est un truc étudiant. Ah ouais. Donc, open bar alcool. Ah ouais. Necfeu, qui est après en truc. En showcase, donc pas du tout là pour moi. Ouais. Scène trop grande. Buffet à volonté Holden Paso, qui sponsorisait la soirée. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a rien qui va. Ouais. Tu sais qu'il y a rien qui va. Sauf que tu connais pas. Ouais. Il y avait un concert de mariachi, un peu les Gypsy King, un peu du Mexique. Avant moi, j'avais rien à faire là-bas. Et à ce moment-là, tu dois jouer 1 heure ? Je dois jouer 20 minutes. 20 minutes. J'avais pas 1 heure à cette époque. Enfin, tu sais très bien que 20 minutes, quand les conditions sont pas ouf. Je monte sur scène, personne m'écoute. Je me fais, dégage, on s'en bat les couilles. Mais non. Ouais, moi, je suis là, je vais rester et tout. Et en plus, j'ai été tout seul là-bas. C'était à Roscoff, en Bretagne. J'avais personne, j'étais tout seul. Donc j'avais pris mon petit train. Aucune team, rien. Tout seul. Même pour dédramatiser, même quand envie d'avoir personne, tout seul. Wow. Il y avait 2 Renois sur les 5, tout seul. Ouais. Je fais mon truc, bide colossal, je vois de la bouffe qui me jette de la bouffe et tout. Ouais, vraiment, Donc ils sont un peu fonce-dés à ce moment-là. C'est un buffet volonté de faritas et de tequila. Ouais. J'avais rien à faire là. Ça se passe pas bien et tout. Et moi, pour noyer mon chagrin, je vais boire de l'alcool. Je devais jouer 2 fois. Le dimanche et le lundi, je crois, ou samedi, donc, dimanche. Première fois, ça se passe très mal. Il n'y a pas eu de deuxième fois. Et la deuxième, avant d'y aller, tu bois un peu? Il n'y a pas eu de deuxième fois. Je finis la première fois, je bois de la diotise et tout, et je me pète la tête. Je suis tout seul, et là, je fais des conneries, je me souviens pas vraiment. J'essaie de rentrer dans la soirée, le vigile, il me pousse, tombe par terre. Il y a un mec à qui j'avais peu parlé, qui me ramène dans la chambre, il me met même dans le lit, je me souviens de rien du tout. À 5h du matin, il y a une meuf, l'organisatrice, qui me réveille. Elle me fait, certes, tu peux te réveiller, s'il te plaît. On a pris un billet, tu joueras pas demain, on a pris un billet de train, tu pars tout de suite, s'il te plaît, on veut plus de toi ici. Je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Mais pourquoi? Elle me dépose à la gare à 6h du matin, le prochain train est à 9h30. Ouais. Je suis tout seul à la gare de Roscoff, comme ça. Ouais, je sais pas. Et t'essayes de te souvenir. J'ai tiré les cheveux d'une meuf, je crois. Mais je n'arrive pas à t'imaginer comme ça. T'étais rebou. J'étais rebou, j'avais honte. La vie. Et en fait, c'est vraiment la scène de... Ok, je suis dans une gare, tu vois, les vieilles gares, tout seul à 6h du mat. Je me suis fait virer du truc et j'ai honte. En fait, je pleure de honte. J'ai honte, je sais, mais c'est pas... Putain. Certes, Mathurin, tellement bien élevé, tellement... Non, l'alcool est incroyable. L'alcool et la honte. L'alcool est la honte. Ouais. Et puis, là, de ça, j'ai appris. La première chose, tu vas pas dans des villes comme ça tout seul. Déjà. Manger un bide loin tout seul, c'est relou, hein. Ah non, c'est violent. Ah non, c'est violent. Donc t'es ok, donc personne veut de moi dans cette ville. D'accord, bon bah on va attendre un peu, quoi.
Très mauvais souvenir. Ah bah oui, c'est une Très dinguerie. mauvais souvenir. C'est une dinguerie. Très, très mauvais souvenir. Vraie dinguerie. Oh la vache. Et t'aimes bien faire des cadeaux? Non. T'aimes pas? J'aime pas en recevoir déjà. Tu sais pourquoi? Dans mon deuxième spectacle, j'en parlais. Il y a les t'en as parlé? Dans les 5 langages de l'amour. Tu connais les 5 langages de l'amour? C'est qu'on a plusieurs manières de montrer son amour à des gens. Il y a 5 langages. Alors, c'est lesquels? Alors là, j'adore. Alors, je t'ai dit. Et en fait, on en a tous un ou deux qui sont un peu en excès. Et le but pour connaître l'autre personne, c'est de découvrir les siens. Sinon, tu parles pas la même langue. Les cadeaux sont une manière de montrer son amour. Okay. Les gestes tendres, se dire la main, les bisous. Les compliments. Je t'aime mon bébé, t'es belle aujourd'hui. Les services rendus, faire des actions pour les gens, dire l'aider à faire sa vaisselle, faire des trucs qui améliorent sa vie. Donc, je vais chercher un truc pour toi parce que tu peux pas y aller. Ouais, exactement. Okay. Et le sexe. Et le sexe. Ok. Et il y a des gens qui ont, par exemple, qui sont très cadeaux, qui sont très qui aiment t'offrir des trucs. Oui. Moi, en fait, ma mère, elle pense qu'elle m'aime plus que tout. Elle aime pas les cadeaux. Et elle nous a toujours dégoûté de donner des cadeaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime pas. Pour moi, l'amour, c'est pas lié aux cadeaux. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas lié à ça. Par contre, le service rendu, c'est pour moi quelqu'un qui donne de son temps. Same shit. Pareil. Qui donne, ça a de la valeur. C'est pareil. Si tu donnes de ton temps pour améliorer un peu ma vie, ça veut dire que tu me donnes un truc. On avait très peu de cadeaux, mais. Ouais. Si tu dis, tu fais, ça c'est une grosse... ça a de la valeur. Ouais. Et donc non, je suis pas très cadeau, je suis pas très... Et je vais te faire un cadeau quand même. Hein? Voilà. Ok. Bon, maintenant j'ai grandi. Voilà, c'est ça. Et t'as le même? Ah non, je crois qu'il y en avait deux. C'est pour toi. Oh. Je vais ouvrir maintenant? Ah ouais, déchire tout et puis dis-nous ce que tu vois et dis-nous si c'est quelque chose qui peut te plaire. Forcément me plaire parce que déjà le cadeau, je suis ici, service rendu, donc m'a déjà fait un cadeau, donc ça c'est juste c'est le bonus. Je suis déjà heureux. Ouh, ah oui, tu connais ma façon pour les jeux. C'est qui ce monsieur? Alors c'est un monsieur qui s'appelle Marcel Duchamp. Putain, il est trop... Est-ce que tu connais? Le monsieur, je le connais pas. Eh ouais, alors en fait c'est un gars, c'est un artiste, un plasticien et un passionné d'échecs. Donc c'était histoire d'allier les échecs, t'as quelque chose que tu aimes beaucoup, l'art. Et voilà, c'est quelqu'un de très très connu. Je vais dans mettre l'art, chez moi et un tableau avec les échecs. Et en plus, un artiste, tu déchires. Ouais, c'est mon autre passion, les échecs. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui aiment les échecs. Ouais. Tu vois, Jason, il s'est mis aux échecs. Vous avez fait une partie. Ouais. Il y en a plein comme ça. Est-ce que ça aide aussi à faire des stratégies dans la vie? Est-ce que littéralement. C'est pour ça que moi je suis président d'un club d'échecs. J'apprends à jouer aux enfants et aux prisonniers. Je suis pas un très grand joueur. Non, mais... non, je vais me marier avec lui. Bon, j'ai quelqu'un déjà. Non, pardon, mon copain. Mais c'est incroyable. J'apprends. En fait, c'est extraordinaire. Certes. Franchement, t'es une belle âme. Merci. J'essaie. Ça sert au cerveau, c'est la musculation du cerveau. Le monde, il est très compliqué. Plus tu sais utiliser ton cerveau, t'adapter, prendre des décisions, rater, tu perds aux échecs, tu rates, tu perds ta dame, mais tu continues à trouver une autre stratégie. La vie, c'est pareil. Le monde est compliqué si les enfants, ils ont pas un cerveau capable de réfléchir rapidement, de s'adapter, d'être prêt à perdre, ça va être dur la vie pour eux. C'est pour ça que j'apprends ça beaucoup aux enfants. Parce que moi j'ai appris, il y a un mec qui m'a appris, j'avais 11 ans, et j'ai gardé cet état d'esprit. Et en plus à l'époque, peu de gens, surtout en banlieue, jouent aux échecs. Personne ne joue. Et en fait, je mettais ça sur mon CV, j'avais un truc différent des autres. Ça fait qu'aux entretiens, là, tu joues aux échecs. Et ça crée un truc. Mais je le sais, ça. Moi, j'ai mis mon fils à 3 ans dans un club. Parce que je savais que c'était un truc en plus. Et aujourd'hui, je sais pas encore jouer. Ah, il faut que ça apprenne. Tu veux que je t'apprenne? J'ouvre le deuxième? Ouais. Il faut que je t'apprenne à jouer. Je suis sûr que t'adorerais. Alors ça, c'est un cadeau parce que tu aimes apprendre, J'adore apprendre. Tu vois? Ouh, lourd. En plus, c'est en anglais. Tu déchires. Je vais commencer le stand-up en anglais, donc je prends que des livres en anglais. Tu déchires. C'est parfait. Tu déchires. En plus, c'est trop beau. Je vais au Portugal la semaine prochaine. Je dois chercher l'inspiration parce que je dois écrire des trucs. Ça va être très bien. Oh, tu déchires. Et en plus, c'est un joli livre même qui fait joli à la maison et tout. Moi, je suis très papier. J'aime trop avoir des livres et tout. Et t'écris tes vannes sur du papier ou sur ton ordi? Papier, Critérium, carnet Critérium. Toujours. J'aime trop le papier. Oh, ça déchire.
Bon, je suis contente que ça te fasse plaisir, ça c'est chouette. Mais je sais pas si c'est... Dis-moi. Alors attends, je sais pas si c'est en anglais ou en français. Tout en anglais, parfait. Tout en anglais, Ouais, hein. c'est totalement en anglais. Ok. J'adore l'odeur du papier. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Est-ce que t'as un truc J'ai pas être là tombé malade, ok. Ouais, mais est-ce que t'as un défi, un truc que t'as gardé dans ta tête et tu t'es dit ça, je le ferai ? J'ai pas de rêve, j'ai que des projets. Ok, c'est concret. Hein. Certes, Ouais. c'est concret. Il y a pas de. Faut que je tienne le plus longtemps possible, histoire d'aller au bout. Et tu te vois, je le demande aux stand-uppers dans le podcast, tu te vois vieux faire du stand-up ? Ouais, je pense. Ça, Ouais. ça te plairait bien ? Je pense que c'est une des seules, pas, il y en a d'autres, disciplines où plus tu vieillis, plus t'es fort. Moi, j'ai hâte d'avoir 50 ans. Mon stand-up sera trop stylé. Il sera plus précis, il sera plus... Donc, j'ai pas peur de Ouais, vieillir. il aura une secla, une il classe. aura une vision du monde qui est différente, qui est pas parfaite, parce que de toute façon, on n'est que des êtres humains. Mais en tout cas, ça me gêne pas d'être plus vieux. Surtout tous les 2 ans. Bon, là, j'ai écrit des spectacles tous les 2 ans. Il me reste encore 1 an avec celui-ci. J'aime bien écrire. Peut-être que j'en aurai un qui sera plus intemporel un peu plus tard. Je serai stable. Je sais pas si on peut être stable, mais j'aurai un spectacle que je pourrais peut-être tourner et je voudrais le jouer en anglais, en français, en espagnol. Donc ça... T'as déjà joué à Haïti ? Non. Et bizarrement, j'ai pas envie du T'as tout. pas envie ? Non. Mais il y a ce mood-là ou là-bas ou ouais, pas ? grave. Il y a eu le LOLfest, il y a Shirley, Jason, Ah oui, Farid, mais t'as Ahmed, raison. Communique, ils ont tous été là-bas. J'ai Hein. complètement oublié, Ils ont mais fait des- effectivement. Mais ouais, il y a. Mais je sais pas. Et là, tu es pas allé là-bas Non, en tant j'étais pas à ce qu'enfant moment-là. du pays quand même. J'y vais souvent, j'y vais tous les ans. Ouais. Donc, Mais après- t'as pas forcément envie de faire des blagues là-bas. Non, quand je suis en Haïti, je dirige une fondation. Je taffe d'autres trucs, je fais de l'import-export, je travaille avec des... Je suis pas, je sais pas. T'es pas dans ce mood-là. Non, ouais, bizarrement. Ah, c'est rigolo ça. Hein. Honnêtement, je pense que j'ai peur aussi. Ah, Je pense que j'ai peur aussi. parce que t'es de là-bas et que tu. Ouais, est-ce que C'est je vais comme les une- faire rire? Ouais, Ouais, je sais ouais. pas. C'est comme il y a des artistes qui adorent aller jouer dans leur ville là où ils ont grandi. Il y en a d'autres qui n'ont pas envie. Toi, t'aimes bien? Moi, j'ai joué au Maroc. Ouais. Mes parents viennent du Maroc, donc j'ai joué là-bas. Je flippais Ouais. énormément. En revanche, quand ça s'est terminé, j'étais heureuse et D'accord. assez fière, tu vois. Ok. Ouais, Mais t'as j'étais flippé. fière. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas, je cours pas pour aller jouer là-bas, Ouais, mais ouais. par peur, Ouais. voilà, de bider ou par peur de décevoir, Ouais. ou quand ma famille vient me voir, je suis gênée. Ouais. Voilà, j'aime bien y aller pour d'autres choses. Ouais, t'as raison. Donc c'est ce truc-là. Mais un jour, je pense que je le ferai. Ouais, bah ouais. Quand t'auras 50 piges et tu seras grave, très grave. à l'aise. Il faut que je développe mon créole. Je parle créole, mais j'ai un accent français claqué. Ah ouais. Faut que j'améliore mon créole aussi. Ou tu fais un sketch là-dessus, sur le fait que t'as un accent claqué et pourquoi. Enfin, pour la première minute. Ouais. Ouais, je peux. Soit ils vont vite s'en rendre compte. Hein. Ouais. Ils vont vite s'en rendre compte que. Tu parles arabe? Oui. Je parle l'arabe, enfin le marocain, Ok. mais je parle pas l'arabe littéraire, D'accord. hélas. Mais je me débrouille. Je pourrais faire, tu sais, à un moment donné, au Barbès Comedy Ouais, Club, avec il y avait un plateau en Touari, arabe. Je commençais à un peu préparer Ok. 2-3 minutes et il y a plus. Ok. Donc, mais j'aimerais bien, ouais. Ouais, c'est des petits En défis. arabe, ouais, c'est des défis. C'est une chance d'avoir Il faut qu'on ait des défis. Parce que nous, on s'ennuie très vite, les Ah, mais stand-uppers. il faut. Sinon, on devient salarié de l'humour. Voilà, on est... On est sur la chance d'être dans un métier créatif. On doit créer. On doit prendre des risques. Complètement. C'est une chance qu'on a. Quand t'es salarié, t'as pas forcément cette sens-là. Non, Quoi. t'as une routine qui peut Ouais. t'éteindre. Tu vas dire, ouais, je vais changer mon bureau de place, même ça, tu peux pas le faire. Non. Donc, non, on a de la chance, donc il faut utiliser cette chance. Eh ben écoute, ouais, on a de la chance et j'espère que ça va durer. Et en fait, voilà, pour le futur, je te souhaite ça. Je te souhaite que ça dure et je sais que ça va durer. Parce que tu fais en sorte. T'es pas spectateur de ta vie. Oui, Tu c'est vrai. t'actionnes, t'es acteur, donc Si ça n'existe pas, on va le créer. absolument. Merci Certes. Merci Amel. C'était Merci trop bien. beaucoup. Merci de l'invitation. Merci de nous avoir écoutés. C'était Certes Mathurin et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.